Pour la bonne raison que le terme que vous employez, c'est évidemment un terme qui n'est pas sociologique, même si la réalité, elle existe et qu'on va chercher à l'interroger. Et la manière dont on l'approche, c'est justement, notamment par ces questions de normes, et de chercher à comprendre les parcours et les trajectoires qui peuvent mener à ces situations-là. À la fois par des questions de relations au pair, PAIR, ou des gens autour, comprendre ce qui a pu mener à comprendre ces trajectoires. Il y a pas mal de travaux en sociologie sur ces questions-là. Et la manière aussi dont sont construites les représentations. Avec, par exemple, le rôle de, je sais pas moi, du conjoint ou de la mère, comment se situent ces personnes-là par rapport à leur entourage, et là encore une fois leur mère, mais quand on est sur ces questions-là, il ne faut pas oublier, j'ai peut-être pas encore insisté sur cette question-là, c'est l'importance de la multidimensionnalité de ces aspects-là, et que la sociologie, c'est une des réponses, mais c'est évidemment pas la seule, et que on peut rien expliquer qu'avec une des disciplines. Et c'est une des richesses pour moi de cet objet, c'est que, évidemment, un nutritionniste seul, il peut rien faire, un sociologue seul, il peut rien faire, un économiste seul, un psychologue, etc. Et on est obligé. Et il y a plein de champs où on dit toujours il faut de la pluridisciplinarité, ce serait bien, et on peut pas, voilà, et souvent ça se fait pas, c'est des bons mots. Sur ces questions-là, on est obligé, sinon on répond à rien. Et en particulier sur ces questions-là, effectivement, le sociologue, très vite, il est démuni et il est obligé de passer le micro à d'autres disciplines. Complètement. Il y a des travaux sur ces aspects-là qui sont intéressants. Par exemple, il y a des travaux entre l'histoire et la sociologie sur l'apparition de la cellulite. Comment est-ce qu'à un moment, on décide d'appeler un bout de chair féminin de la cellulite et d'en faire un problème ? Alors qu'auparavant, on ne s'est jamais intéressé à ce bout de chair, à cet endroit-là. Et donc, il y a des choses un peu passionnantes. Comment est-ce qu'à un moment, et puis on parle d'obésité, mais de ce qu'on appelait à un moment les maladies de femmes, ou des choses comme ça. Comment, et voilà, entre histoire et sociologie, il y a des aspects-là qui viennent aussi compléter et mettre à distance des objets pour qu'entre disciplines, on réfléchisse ensemble à voilà, comment ça s'est construit et comment est-ce qu'on peut traiter un problème, et voilà, et où est-ce qu'il l'est, et où est-ce que c'est pas un problème, justement. La première chose, c'est déjà un peu la question inverse, c'est de se dire, il va falloir que j'utilise un instrument, quelles sont les limites de mon instrument pour que je sois conscient, quel que soit l'instrument que je choisis. Donc j'aurais utilisé un autre instrument, j'aurais un peu fait la même chose pour dire, attention, je vais utiliser ça parce que aujourd'hui j'ai pas 50 instruments, je suis obligé, moi j'adorerais qu'on mesure la taille et le poids, déjà j'ai du déclaratif, mais vous imaginez bien si on envoie les enquêteurs de l'INSEE avec une balance, enfin ça va être compliqué, ou alors qu'on ait carrément des mesures médicales de masse grasse. Mais évidemment c'est pas possible. Donc j'ai que la taille et le poids pour moi faire mes données là. Donc je n'ai pas tellement d'autre choix que d'utiliser l'IMC. Maintenant, dès lors que je choisis d'utiliser cet instrument-là, il faut que je sois conscient de tout ce qui va me cacher. C'est-à-dire, c'est un peu la théorie du réverbère, avec je vais éclairer un endroit, et du coup, je ne vais pas voir ce qui est autour. Donc, effectivement, je n'ai pas énormément de temps, mais si je veux être précis et avoir une analyse plus fouillée, il va falloir que je dise, d'accord, j'ai utilisé ce seuil-là, du coup, je vais sous-estimer la proportion de femmes dans ces résultats-là, et je vais avoir des instruments aussi statistiques qui vont me permettre de tenir compte de ces biais-là, et de tenir compte des biais de structure qui pourraient être liés à cet instrument-là. Alors évidemment, à montrer en conférence, c'est un peu moins sexy, et ça aurait été un peu plus compliqué, mais on a ça. Une autre possibilité, ça va être de reconstruire des seuils nous-mêmes, ou de faire varier les seuils, en disant, si je construis un seuil qui est plus lié à ma population, ou, il va y avoir des approches qui sont comme ça, et qui sont faites aujourd'hui en disant, bah, je ne vais pas utiliser les seuils de l'OMS, mais je vais construire des seuils différents selon l'âge, et puis je vais voir si ça change quelque chose. Et si ça ne change rien, bah, je vais dire c'est bon. Vous voyez, un petit peu comme tout à l'heure, je vous ai présenté des graphiques des traits croisés, tout simple. Pour avoir le droit de présenter ça, il a fallu que derrière, je fasse des analyses statistiques plus compliquées pour vérifier qu'il n'y avait pas des effets d'âge qui biaisaient complètement. Vous voyez, parce que par exemple, le lien entre revenus et obésité, on pourrait dire, bah, il y a une question d'âge derrière. On sait que plus on est âgé, plus en moyenne on a un revenu élevé, et donc vous pourriez me dire, ah oui, mais ce que vous me présentez là, c'est juste un effet d'âge, et ça n'a aucun intérêt. Donc c'est ces choses-là aussi. C'est-à-dire qu'avant de présenter quelque chose, on va aller tester si ces biais ne jouent pas, si ce n'est pas un artifice. En même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a des biais, voilà, moi je sais que j'ai un biais sur les femmes dans certains chiffres, je ne peux pas vous dire de combien. Comme sur le déclaratif, je sais que mes gens, ils ont menti. Un petit peu. Mais voilà, je sais pas vous dire de combien. Je sais vous dire qu'avec, mais c'est le cas dans toutes les dimensions. Hein. À l'INSEE, je m'étais occupé de la pauvreté, c'est pareil sur la pauvreté.
Savoir ce qu'est, on prend des seuils, on prend des règles, parce qu'il faut mesurer, et dès qu'on prend un instrument, bah, il est pas neutre. Il n'est pas neutre, et il induit une certaine vision de la société ou du phénomène qu'on va observer. Ce qu'il faut, c'est avant tout être conscient des biais et essayer de les corriger au maximum. Mais on n'est jamais parfait, et je ne peux pas vous dire que ce que je vous ai présenté, c'est une représentation fidèle de ce qui existe. C'est ce qu'aujourd'hui, avec les instruments que j'ai, je peux réussir à tirer pour représenter au mieux le phénomène que je veux observer. Et en testant derrière au maximum pour essayer de corriger ces biais dont j'ai cherché à prendre compte. Et mon point, c'était surtout toujours réfléchir à un instrument pour essayer d'avoir en tête ces biais et justement pas dire n'importe quoi. Mais je ne vous ai pas dit, justement, je vais tout corriger et ce que je vous présente est parfait parce que je peux pas. J'adorerais avoir la taille et le poids mesuré ou la masse grasse de toute la population française pour pouvoir vous montrer, mais vous vous rendez compte, le coût, le refus des gens, voilà. Alors déjà, il y a plein de choses dans votre question. Par quoi je commence? Alors déjà, oui, effectivement. Là, ce que j'ai présenté, c'est des corrélations qui sont évidemment poussées, extrêmement testées. Et même, ce qui est fascinant, en fait, c'est que sur des sources très différentes françaises, on va retrouver toujours ces associations-là. Cette relation-là, on la retrouve sur des tas d'enquêtes extrêmement différentes avec des échantillons différents. Et c'est vraiment un fait extrêmement fort. Effectivement, là, on est dans des corrélations, dans ce que je vous ai présenté. On a quelques moyens statistiques d'aller étudier des causalités, il faut des panels, il faut des instruments économétriques un peu compliqués, mais effectivement, très souvent, ce qu'on présente, c'est des corrélations. Donc pour la causalité, il va falloir aller sur du quali. L'autre chose, c'est quand même le quanti permet, sur ces questions-là, on a souvent des échantillons relativement nombreux qui permettent de raffiner beaucoup ce que je vous ai présenté là, parce que j'avais pas le temps, mais on aurait pu faire 2 heures sur ces aspects-là, en allant regarder différents selon des professions. Enfin, j'ai montré des grandes tendances, et derrière ces grandes tendances, derrière ces moyennes, il y a énormément de variations, de différences. Selon est-ce qu'on vit en ville, est-ce qu'on vit à la campagne, le type de profession qu'on a, la classe d'âge, la génération dans laquelle on est, parce que les rapports aux représentations du corps ne sont pas les mêmes. Et donc mon propos, c'est pas de dire c'est la seule explication, c'est de montrer les tendances en disant ça aussi ça joue. En plus des dimensions psychologiques, médicales, etc., il y a aussi cette dimension de l'apparence qu'on avait parfois, autrefois, tendance à oublier quand on avait des discours un peu trop médicaux dans certaines politiques publiques, par exemple. C'était ça juste mon point. Et évidemment, on a énormément de travaux qualitatifs qui répondent à des questions totalement complémentaires et que le quantitatif ne permet absolument pas, auquel il ne permet pas d'apporter de réponse. Je ne sais pas, par exemple, à l'INRA, des travaux comme ceux de Faustine Régnier, ils permettent d'étudier le rapport qu'ont les individus selon leur milieu social, à l'alimentation, à la santé. Dans l'étude qu'elle a fait avec Anna Mazzullo, par exemple, elle montre que le rapport de la mère à l'alimentation, il n'est pas le même selon où on se situe dans la classe sociale. Et que dans un milieu favorisé, on a plutôt tendance à avoir intégré les normes nutritionnelles et à dire être une bonne mère, c'est faire respecter les normes nutritionnelles à mon enfant, il ne faut pas qu'il mange trop de gâteaux au chocolat, etc. Alors qu'en bas de la hiérarchie sociale, on a peu de moyens pour faire plaisir à son enfant. Et donc, un des moyens, une des dimensions dans laquelle on pourra faire plaisir à son enfant, c'est l'alimentation. Et donc, on va lui dire, voilà, on va avoir plus tendance à lui donner des gâteaux, des choses comme ça, pour être une bonne mère. Et puis, il y a d'autres choses. Dans les milieux plus populaires en France, traditionnellement, ce qu'on valorise chez les enfants, c'est une bonne croissance. Être une bonne mère, c'est rendre, notamment pour le petit garçon, le rendre robuste. Et donc, les normes nutritionnelles, elles se heurtent aussi à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais ça veut dire que quand on fait des politiques, on dit aux gens, attention, la santé de votre enfant, c'est important, on se heurte aussi à ça. Et puis il y a une autre dimension, qui est plus une dimension des économistes, qui est le rapport qu'on a à la temporalité, qu'on trouve dans des tas de dimensions, mais qui joue là aussi. Est-ce qu'on se projette dans le futur naturellement? Et se projeter dans le futur, faire des arbitrages temporels dans le longtemps, c'est quelque chose plutôt des milieux favorisés. Dans les milieux défavorisés, on préférera une satisfaction présente à une satisfaction future. Et donc quand vous me parlez de la santé de mon enfant demain, oui, effectivement, c'est intéressant. Mais s'il est heureux aujourd'hui, c'est plus important pour moi et je lui offrirai son fast-food. Voilà. Mais effectivement, vous avez raison, il faut du quali. Mais j'avais qu'1 heure. C'est toujours compliqué de répondre scientifiquement à cette question-là. Mais on a, voilà, ce que je peux dire, c'est ce qui n'est pas vrai. Enfin, ou ce qui est plus douteux. Par exemple, on a beaucoup de discours médiatiques sur le fait, oui, aujourd'hui, on peut s'assumer en étant très corpulent, l'obésité s'affiche, on peut être mannequin et obèse. Alors, effectivement, il y a des cas minoritaires qui font qu'il y a certaines situations qui peuvent être valorisées. On n'est pas aujourd'hui dans une... Il n'y a pas de problème, on peut être obèse sans souci, évidemment.
alors que c'est des choses que des fois on peut lire ou on peut être interrogé par des journalistes. Voilà, il y a un renversement aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Et effectivement, on observe que, mais comme dans des tas de... C'est ce qu'en sociologie on appelle de renversement de stigmates, où effectivement il y a une norme sociale très forte, et puis d'un coup, soit parce qu'on veut faire un coup publicitaire, soit parce que médiatiquement on veut... Enfin voilà, on affiche des choses qui autrefois étaient dévalorisées, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, ça reste très difficile de ne pas être dans la norme de minceur pour une femme, très clairement. Il semble que la pression vers la minceur, on a un certain nombre d'indicateurs qu'on peut suivre, la minceur extrême semblerait un petit peu moins valorisée qu'avant. La minceur restant valorisée. Voilà, par exemple, quand on a des études sur les mannequins, sur les miss dans un certain nombre de pays, quand on regarde ce qui est affiché dans les magazines. Mais on a un gros, alors j'allais dire souci, mais en tout cas, une des caractéristiques de nos représentations du corps idéal, c'est que pendant très longtemps, le corps idéal, ça a été les corps des élites, rares, mais les corps réalisables. On montrait les corps qui existaient. Aujourd'hui, on est dans une représentation du corps qui est un corps imaginaire. On retouche, mais vous le savez, dans les magazines. Et donc les corps qu'on va valoriser, c'est des corps qui n'existent pas. Et ça, c'est une des grandes tendances. C'est la Barbie qui ne tiendrait pas debout si elle existait en vrai. Et qui pourtant va être dans les mains des jeunes filles et qui va jouer inconsciemment dans nos représentations. C'est les visages des magazines qui sont totalement retouchés ou en Photoshop sans problème. Donc c'est ça, on a ça comme tendance qui reste présent et qui amène à être moins positif que certains articles qu'on lit. Mais ça peut changer, on l'a vu. Il y a des stratégies aussi de distinction. Quand tout le monde... enfin voilà, si tout le monde devenait mince, peut-être qu'il y aurait un intérêt à être gros pour se distinguer. Voilà. Alors on n'en est pas... C'est pas le cas aujourd'hui. Mais peut-être que dans 100 ans, enfin je sais pas, on invente quelque chose, que là, qu'on peut être mince sans problème pour la santé, peut-être qu'il y aura un intérêt à être corpulent. Il n'y a pas que ça qui joue. Mais c'est dire, moi en tant que sociologue, je dis qu'il y a aussi cette stratégie de distinction qui compte. Au travers de mon corps, je m'affiche comme ressemblant à certains groupes, mais surtout comme étant pas membre du groupe qui est là-bas. Voilà. Quel que soit mon groupe, hein. Il y a un intérêt souvent à s'afficher en haut quand on est en haut, mais aussi à s'afficher en bas quand la famille est en bas, quand les amis sont en bas, et si vous n'êtes pas comme les autres, voilà, d'une certaine manière, si vous êtes trop mince dans un groupe amical de gens corpulents, voire très corpulents, ça pose souci. Enfin, voilà, votre corps dit quelque chose du groupe auquel vous appartenez. Mais dire de manière certaine ce que sera demain, j'ai des idées, mais scientifiquement, non. Oui, sachant que le sociologue le dirait un petit peu différemment. C'est pas les femmes se préoccupent, c'est les femmes. On apprend aux femmes à se préoccuper. Oui, voilà. Oui, non, je suis prudent parce que non, mais c'est le résultat. C'est le résultat. Mais voilà, mais effectivement, tout à fait. Voilà. Et les deux. La norme est là. Mais c'est extrêmement important, hein, cette construction, ce qu'en sociologie on appelle la socialisation, et la manière dont on apprend à construire le masculin et le féminin, pour cet aspect poids, mais sur plein d'autres aspects, c'est quelque chose d'aussi absolument fascinant. Parce que c'est quelque chose qui nous apparaît naturel, qui est là avec le navidance du naturel. Et c'est extrêmement dur de déconstruire ces aspects-là. Et de se dire, bah non, c'est finalement parce que depuis tout petit, on m'a donné un tracteur et une grue et une machine à outils que finalement j'aime bricoler, ou qu'à l'inverse, c'est parce qu'on m'avait offert une cuisinière et puis une marchande que j'ai envie d'être une bonne maman. Enfin, vous voyez, c'est ces choses-là. Et d'autant plus que ça participe à notre identité. Et ça, je n'ai peut-être pas insisté, et comme ça je pourrais finir là-dessus. C'est l'importance de ces aspects-là dans la construction identitaire et de l'identité, de qui on est. Qui on est nous-mêmes par rapport à nous, mais qui on est et qu'on donne à voir aux autres. Et la corpulence va jouer de manière... c'est pas la seule dimension, mais ça participe à dire qui on est. Et on voit bien les personnes qui sont en obésité massive, qui se font poser un anneau gastrique, qui perdent énormément de poids rapidement, ça pose des questions identitaires. Qui je suis? Est-ce que je vais être aussi drôle qu'avant, ou aussi pour être dans les clichés, est-ce que je vais être la même personne, et finalement, est-ce que mes proches vont m'aimer autant? Donc il y a quelque chose dans le corps qui définit qui on est, mais même par rapport à nous. Et c'est pour ça que c'est un sujet important.